Si on prend la pandémie actuelle, H1N1, 2 mois après le début, qu'est-ce qu'on peut observer? Probablement une certaine surprise. Tout était prêt pour le H5N1. On était quelque part dans les starting blocks. Ça démarre au Mexique, grande surprise parce qu'en principe ça doit venir de Chine ou de l'Extrême-Orient. Ça vient aussi des États-Unis. Mais enfin quand même on a suffisamment de cas. L'OMS est sur le pied de guerre. Ça fait des années qu'on dit à l'OMS qu'ils exagèrent et que ça ne vient pas écrit au loup pour rien. Et on lance l'affaire et ça s'accélère très très vite. On passe en niveau 5, puis en niveau 6. Tout est déployé. Et quelque part, le virus ne suit pas le plan qui est prévu. On s'adapte un petit peu. Et petit à petit, aujourd'hui, après 2 mois, on considère que dire aux gens si vous avez des toux et que vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez mal aux articulations, que vous avez un peu de fièvre, appelez le SAMU. Et quelque part, le système ne répond pas tel que c'était prévu. Alors j'ai envie de reprendre les choses d'une manière un peu plus large. Pourquoi c'est aussi compliqué? D'abord parce qu'on joue avec des phénomènes qui peuvent être potentiellement extrêmement graves et donc c'est vrai qu'il y a un élément de tension vitale là-dessus. Mais si on prend nos logiques managériales, nos logiques de pilotage, où est-ce qu'on en est dans notre philosophie du risque et de philosophie des crises? Si on regarde tous les grands livres sur le risque, si on regarde tous les manuels qu'on a sur les crises, en gros, il y a plusieurs périodes. Il y a celle des années 50-70, où là, on va vous parler de grands plans hors sec, de plans d'urgence. Et on va faire venir des juristes pour vous parler de ça. On va vous donner des cours sur qu'est-ce que c'est que les états d'exception, l'article 16, comment l'État prend en charge, comment on vous dira ce qu'il faut faire. Bon, tout est bien cadré et on vous dira ça rentrera dans le cadre. Ça, c'est les années 50-70. 70, on fait des plans spécialisés, plus spécifiques. Dans les années 80, on vous parle de gestion de crise. En 85, la floraison 90, l'explosion de la gestion de crise 95-2000. Et on vous dit deux choses. Bon, la hiérarchie classique, oui bien sûr, mais ce qui est important, c'est d'avoir des cellules de crise. Donc c'est la connectivité qui est important, le fait de mettre les gens ensemble et de pouvoir les diriger dans une même direction avec un chef d'orchestre qui fait la coordination. Et deuxièmement, on vous a dit communication de crise, média training, savoir parler à la télévision. Et ça, c'est toutes les années 90 où on dit aux gens faites des salles de crise, mettez du matériel ad hoc là-dedans, préparez les gens à les utiliser et faites du média training. Bien. Le tournant l'an 2000, on s'aperçoit que tout d'un coup, on a changé un peu. C'est pas uniquement ça. Année 2000, c'est l'anthrax, c'est World Trade Center, 11 septembre. C'est toutes ces affaires où on s'aperçoit que, attention, aujourd'hui on joue avec des grands réseaux mondiaux et il y a des paramètres tout à fait nouveaux qui sont dans l'affaire. C'est la globalité. N'importe quel point de la planète peut être touché par un événement important. C'est la vitesse. En quelques heures, le virus passe, c'est le SRAS de Hong Kong à Toronto, en passant éventuellement par les États-Unis si la grille tarifaire fait que les gens passent par les États-Unis. C'est l'ignorance. Et pas seulement l'incertitude. L'incertitude, ça on aime bien, c'est à la marge. Et on demande à l'expert de regarder ce qu'il a à dire sur cet élément d'incertitude. Là, l'ignorance, on ne sait pas. C'est la vache folle, où on ne sait pas s'il y aura 200 victimes ou peut-être 2 millions, comme certains disaient. Et on dit, vous voyez, vous êtes trompés. Il ne fallait pas exagérer. Puis après, c'est la canicule, où on dit, non, il fait chaud l'été. Mais là, on s'est trompé, c'est 20 000 morts. Donc c'est l'inverse de ce qu'on n'avait pas fait sur la... C'est l'hypercomplexité. Alors que jusqu'ici, accident, urgence, crise, c'était quand même bien spécifique. C'est soit un cyclone, soit une inondation, soit un tremblement de terre. Et on ne mélange pas tout. Et là, on tombe sur Katrina, où tout d'un coup, on mélange tout. C'est à la fois le vent, mais ce n'est pas le problème du vent. Ça, c'est finalement pas si grave. Katrina, c'est d'abord une inondation qui détruit 90% des réseaux vitaux de la ville de Nouvelle-Orléans en 3 heures, qui met la situation de confusion absolument incroyable. Et ce n'est pas seulement le problème États-Unis, entre toujours ce qu'on dit entre le fédéral, le local, le national, etc. Oui, certes,
mais ce n'est pas que la FEMA non plus, la protection civile américaine, la sécurité civile américaine qui avait été quelque peu démantelée et qui était plus compétente. Oui, certes, mais ce n'est pas seulement ça. Si on avait nous aussi en Europe 50% de la superficie française qui est détruite, ou de la superficie de la Grande-Bretagne, ce qui était le cas de Katrina, on ne serait pas meilleur pour mettre en place une réponse européenne. Hyper complexité. Ça joue sur tous les tableaux à la fois et pas sur un tableau spécifique. Et autre élément qu'on a vu dans ces années 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 avec Katrina, c'est l'impensable, l'inconcevable. C'est pas possible. Ces tours à New York qui étaient les plus solides des États-Unis, enfin les plus sûrs des États-Unis, tout d'un coup tombent, et ça c'était pas du tout dans les esprits. C'est l'anthrax où c'est pas la lettre qui pose problème, c'est la lettre passant dans les systèmes de tri postaux qui pose problème, et tout d'un coup c'est le cri du cœur. Leur arme, c'est mon système. Et donc c'est pas la lettre qui est en cause, c'est le système qui génère un problème globalement beaucoup plus important. Donc cet caractère d'impensable, pas en soi, on peut le penser, Hollywood l'avait pensé, les problèmes des tours, mais impensable dans le système acquis qui est en gros le jardin à la française, le jardin de Versailles, dans lequel il y a chaque petit jardinet qui a ses lois, ses règles, ses spécialistes, et puis ses éléments d'urgence, de gestion de crise, ça marche bien. Et là, tout d'un coup, c'est tous azimuts, et c'est l'événement qui se diffracte de manière générale. Et ça, c'est très très loin de nos univers. Alors le problème qui se pose, et on l'a vu avec la crise financière, ou les problèmes de pandémie, c'est les années plutôt, je dirais à ce moment-là, 2008 et suivantes, c'est que c'est plus l'événement qui est au cœur des affaires. On est aujourd'hui avec des socles qui sont eux-mêmes en situation de grande fragilité et capables de générer des systèmes de crise systémiques. Alors je m'explique, c'est l'environnement qui tout d'un coup ne marche pas tel que c'est prévu. C'est la santé publique avec des virus qui peuvent se développer là où c'était pas prévu, à une saison qui n'est pas prévue, et tout ça de manière globale avec des transports qui circulent partout. C'est la géostratégie avec des zones grises partout et pas les zones vertes partout et puis un tout petit peu de zone rouge là où il ne faut pas. Non, c'est zone grise. C'est la finance mondiale qui tout d'un coup ne marche plus tel que c'était prévu. Et un sénateur américain responsable à la Chambre des États-Unis qui dit mais on n'y comprend plus rien. Mais c'est la globalité, comme si la globalité était, pour prendre une image physique, un système de surfusion. Et un tout petit ébranlement, quelque part, mais totalement anecdotique, peut avoir raison du système qui peut la générer des phénomènes de crise. Et donc on a aujourd'hui à la fois ces grands événements bien spécifiques qu'on avait évidemment dans les années 50 et qu'on a toujours. On a des événements d'ébranlement avec effet domino qui étaient encore le corpus de notre gestion de crise des années 90. On a ces phénomènes systémiques des années 2001 et on a aujourd'hui ces phénomènes de socles globaux qui posent problème. Juste pour donner un exemple, en 2008, la saison des cyclones, ce qui est filmé par CNN, c'est pas tel cyclone, c'est le responsable météo qui dit au journaliste qui est au cœur de CNN. Ce qui est important, c'est qu'on a le cyclone Joséphine, après on a Ike, après on a encore un autre, et le journaliste qui est là qui dit « Oh, too much to process ». Il a « too much to process ». Écoutez, ça fait trop. Enfin, prenons un par un, mais pas tout. Et c'est le tout qui est important. Donc on a un problème de système fondamental, de socle, qui lui a un problème aujourd'hui. Et donc tout ça, ça nous produit des crises qui vont générer ce que j'appelle du chaotique. C'est-à-dire que ce n'est plus bien balisé, ça reste plus dans ce qu'on adorait avant, ces probabilités multipliées par la gravité donnent quelque chose de raisonnable. En gros, donc je vais vous expliquer. Maintenant, les cadres de pensée que l'on a, quelque part ne répondent plus. Alors pour deux raisons. La base, et dans tous les pays du monde c'est pareil, sauf que peut-être qu'en France on est les meilleurs héritiers, mais la base c'est quand même Descartes, qui disait « il n'y a rien qui résiste à mon système. J'ai des règles. Si je divise suffisamment, je vais bien comprendre chacun des éléments, et j'aurai des règles pour chacun des éléments, et globalement, l'ensemble, grâce à un mécano de base, donnera quelque chose que je pourrais comprendre et que je pourrais piloter. » Si cela ne fonctionne plus, et comme disait quelqu'un dans une préface aux règles de Descartes, Descartes a clarifié les règles pour ce qui marchait normalement. Il avait le projet de faire des règles pour ce qui était de l'ordre un peu de l'impensable, et il n'a pas réalisé ça.
Si nous sommes avec des règles intellectuelles qui sont de l'ordre de le mécano qui s'ajuste d'une manière arithmétique, linéaire, et que ça ne fonctionne plus comme ça, là j'ai un problème. Mais je pense qu'on est sur une deuxième difficulté aujourd'hui qui est bien plus perverse. Et je pense à ce a écrit la psychanalyste spécialiste de Descartes, Nicole Fabre, dans un livre sur l'inconscient de Descartes. Et elle dit des choses très intéressantes sur Descartes, l'homme rationnel, l'homme qui aime le pragmatisme, l'homme qui va voir le terrain et qui refuse systématiquement pourtant de travailler sur ce que Pascal avait défini comme étant le vide, parce que pour Descartes c'est quelque part totalement inacceptable, impensable. Et elle dit sa réaction est à ce point tendue, son refus est à ce point vital par rapport à tous ceux qui demandent à Descartes d'aller voir ces affaires de vide, qu'elle dit je ne peux pas ne pas y voir la trace d'une réaction de défense extrêmement profonde, comme s'il défendait un système qu'il ne tient qu'aussi longtemps qu'il n'y a aucune faille dans ce système, aucune faille réelle. Une faille à la marge, ok, une faille que j'ai bien mesurée, ok, une faille sur laquelle je peux vous expliquer, laissez-moi faire de ma bonne communication, là ça va. Mais si c'est une faille, je tombe sur une page blanche, quelque part, il y a barrage psychologique. Et donc aujourd'hui, on est sur ces univers qui à la fois nous échappent intellectuellement et ne nous sont pas du tout agréables sur un point psychique. Et la conjonction entre les deux fait que ce que ça va produire, plus toute notre histoire d'habitude, de gestion des accidents et autres, ça va produire des univers complètement cartographiés, dans lesquels j'ai un plan, donc il faut que ça rentre dedans, et des organisations stupéfiées parce que le terroriste ne va plus jouer le jeu, parce que le virus ne va pas jouer tel que c'est prévu, etc. Donc le grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est pas, comme dirait Todd Laporte, là, professeur à Berkeley, c'est pas donner des outils aux responsables pour leur éviter d'être surpris. C'est les entraîner à être surpris et à travailler dans un milieu extrêmement fluide, volatile, extrêmement surprenant, où le point clé, ça ne va pas être d'appliquer tout de suite la boîte à outils, ce sera de rédiger à chaque fois une nouvelle page blanche et de le faire avec d'autres, dans une logique où ça ne descend pas c'est pas en top-down, c'est ce qu'on a vu dans tous ces grands événements du 11 septembre à Katrina. Les seuls qui sont sortis en termes de pilotage d'institutions, c'est ceux qui avaient deux clés dans la main. Un, une capacité d'intelligence et de leadership, c'est-à-dire je vois où je vais, j'incarne quelque chose, je trace des sillons et des voies, je place des jalons, je travaille sur la cohésion, j'injecte de la confiance, et qui, en même temps, avaient une capacité justement de confiance vis-à-vis de leur équipe, et c'était tout un groupe humain qui travaillait, ce qu'ils appellent aux États-Unis l'empowerment, et j'ai vu beaucoup aussi bien dans une banque que sur l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, des institutions qui ont remarquablement bien géré l'affaire, et qui ont sauvé pour l'aéroport de la Nouvelle-Orléans 30 000 personnes. C'est cette capacité à faire confiance à leur équipe, y compris les familles des équipes, donc ça allait vraiment très très loin. C'est cette patte de la confiance qui permettait de traverser une situation extrêmement difficile. En appliquant d'ailleurs la même technique que le cyclone prend son énergie du système qu'il survole, et là ils prennent leur capacité d'intervention sur l'énergie de toutes les personnes qui participent au système. Alors c'est extrêmement loin de nos habitudes de pensée, donc il y a un chef quelque part qui a le bon plan, qui l'applique, et comme il a fait beaucoup de média training, il sait vous l'expliquer à la télévision, et si vous êtes un bon auditeur, vous avez enfin compris. Là c'est un basculement beaucoup plus fort, c'est nous allons réécrire ensemble une page blanche, j'ai une boîte à outils qui peut servir, mais l'essentiel ça va être réécrire quelque chose pour lequel nous n'avons pas de script. Et c'est ça un peu pour moi les univers dans lesquels il faut s'apprivoiser soi-même, comprendre avec d'autres, expérimenter pour être capable de les affronter. Ce qui est à 1000 lieues de nos exercices habituels, l'exercice où on a préparé
pour bien voir si les institutions, les organisations sont capables de réagir tel que c'est prévu. Le débriefing, après, essaie de clarifier l'écart entre ce qu'on a fait et ce qu'on aurait dû faire. Ici, il s'agit d'entraîner des équipes, d'entraîner des populations. On n'a pas encore le schéma, mais c'est ça. À inventer ensemble, en situation suffisamment nouvelle pour que personne n'ait à l'avance les solutions. Bon, voilà, quelques mots sur comment on peut cerner ces enjeux du chaotique aujourd'hui, très modestement, parce qu'il s'agit de tout inventer. Mais clairement, on est dans ce milieu-là. Et on le voit bien avec l'actualité immédiate, là, avec le H1N1, qui ne répond pas aux normes. Alors on pourrait se dire, finalement, c'est pas grave, donc ça va bien. Mais on a l'impression que le virus est capable, quand même, s'il n'est pas capable de destruction massive, il est capable de déstructuration massive. Si je mets partout des hôpitaux de campagne pour quelque chose qui ne vaut pas la peine, si j'envahis les hôpitaux, même en faisant de la place, en enlevant les vrais malades et en mettant des gens qui se sentent suffisamment bien pour que le lendemain on les renvoie quand même, et avec des médecins qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent plus que faire, parce que ça ne rentre pas dans les affaires. J'aime bien ce que je viens de lire sur le site canadien de la santé qui dit attendez, peut-être avant d'aller dans les urgences, dans des files d'attente et dans des salles d'attente pendant des heures attraper quelque chose, peut-être réfléchir un petit peu et regarder. Si vous avez un peu mal à la gorge, vous n'avez pas de fièvre, etc., vous avez peut-être un rhume, donc ce n'est pas la peine d'appeler l'hélicoptère tout de suite. Si vous êtes population extrêmement fragile et que vous avez un 38 de fièvre, etc., allez voir votre médecin dans la journée. Si vous avez vraiment cela, à ce moment-là, vous pouvez aller à l'hôpital. Enfin, on met tout de suite les gens en situation de responsabilité, d'intelligence, mais ça suppose par derrière, c'est extrêmement simple, ce que vous trouvez sur le site canadien, mais ça suppose par derrière une logique de confiance, une logique d'intelligence distribuée, qui n'est pas facile sur un système qui serait organisé autour de « laissez-moi vous dire ce que je veux faire ». De toute façon, moi j'ai tout sous contrôle parce que je suis l'État, parce que si jamais je n'ai plus sous contrôle, à ce moment-là, c'est un peu la paralysie et une très très grosse inquiétude, à commencer par ceux qui pensent qu'ils ont tout sous contrôle. Et là, on a quelque chose où on est pris à revers parce que le chaotique ne joue pas les mêmes règles. Et comme d'habitude, la clé, c'est de ne pas être en retard d'une guerre, quoi. Si les conditions ont changé, ne soyons pas en retard sur ces conditions. La plus grande chose qui m'avait intéressé, c'est quand j'étais en école préparatoire, en prépa, il y avait Marius Constant qui était venu avec son orchestre. Et il faisait dans l'improvisation musicale. Et il nous avait dit, attendez, je vais d'abord vous jouer du Bach et du Mozart, comme ça vous verrez qu'on n'est pas, on ne fait pas de l'improvisation parce qu'on ne sait rien faire. Donc, bon, maintenant vous avez entendu, on sait jouer du Bach et du Mozart. Alors maintenant nous allons essayer l'improvisation. Mais je vous préviens, c'est de l'improvisation, donc je ne sais pas à l'avance si ce sera réussi. Nous allons nous jeter. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire d'avoir des gens de cette qualité qui osaient aller sur la tranche de la partition. C'était pas écrit. Et ils s'écoutaient. Et pour ça, il faut s'écouter beaucoup. Parce que autrement, et j'avais trouvé ça vraiment fabuleux. Et si je saute complètement, j'introduis souvent mes cours maintenant par mes interventions, conférences, par 2 flashs vidéo. Il y a celui de Patrick Chauvel, qui est un documentariste de guerre, et qui nous raconte, qui échange, qui partage son expérience sur des terrains durs, Afghanistan, Irak, etc. Et il dit, moi je reconnais un mauvais journaliste d'un bon journaliste, parce qu'il parle de ses confrères. Le mauvais journaliste, c'est celui qui a réponse à tout avant même d'arriver. Le bon journaliste, c'est celui qui dit, écoutez, j'en sais rien, mais enfin, en fait, il sait beaucoup de choses, il va pouvoir partager un peu. Et il me dit, c'était comme le jeune diplômé là, que j'ai reçu l'autre jour, il me demande, est-ce que la route est minée? Je dis, j'en sais rien. Comment ça, tu sais pas? T'as pas le plan? Ben non, j'ai pas le plan. Mais comment je peux savoir alors? Ben, il dit, tu y vas. Alors, il y va, et il se retourne 150 mètres après, et il voit Patrick Chauvel qui était comme ça. Et il rentre en courant. Il dit, finalement, elle n'était pas minée. Patrick Chauvel dit, j'en sais rien, t'es pas allé assez loin. Et Patrick Chauvel dit, oui, finalement, la question n'est pas bête. Tu veux savoir, t'y vas, quoi. Voilà. C'est pas écrit. Et l'autre, il débarque de Paris, là, et il faut qu'on lui donne la carte, quoi, le GPS et tout le truc, quoi. Et après ça, je passe sur la canicule, un des experts
qui dit à la télé, enfin c'était sur une des grandes émissions, attendez, si vous n'avez pas un plan totalement ficelé avant, mais vous êtes foutu. L'écart entre les deux est vraiment énorme, quoi. C'est vrai que si c'est un plan rouge, si c'est moi en ce moment qui ai une crise cardiaque ou autre, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui savent très bien faire le chose. Et très bien. Quand je prends un avion, j'aime bien que le pilote soit vraiment au courant de toutes les choses réflexes qu'on peut avoir en situation. Bon. Mais si aujourd'hui on doit affronter des problèmes non écrits, si même un doux zéphyr peut nous emmener sur des cyclones du fait de conditions générales qui sont un peu turbulentes et un peu volatiles, ce que je demande, c'est qu'on se soit aussi préparé à ça. Parce que le paradoxe, ce serait, et là ce serait vraiment terrible, quoi. Ce serait que tout ce qu'on connaisse en gestion de crise, tout ce qu'on a clarifié dans les années 90 deviennent les leviers de la crise. En nous faisant appliquer toutes les bonnes recettes qu'on a apprises par cœur, là on les connaît bien, en fait on soit au service de la crise, parce que c'est plus comme ça que ça se passe. Et donc là, l'improvisation, c'est vraiment ce que vous disiez, il faut avoir suffisamment réfléchi et avoir cette compétence professionnelle pour être capable d'improviser. Et il y a une image qui me vient, c'est ce pilote qui se pose dans l'Hudson, où le dialogue est fantastique. La tour de contrôle lui vide les pistes et dit non, unable. Un mot simple, et dit je fais ça. On vous vide une autre piste, non, je vais dans l'Hudson. Ça se fait en 3 mots. C'est la simplicité du génie, c'est-à-dire qu'il a suffisamment travaillé toute sa vie, il a suffisamment intégré des problèmes de non-script, qu'il est capable d'improviser et d'appliquer tous les outils qu'il connaît sur une situation qui n'est vraiment pas quelque chose de donné. Alors, ça n'écarte rien, il faut avoir toutes les compétences précédentes, mais ne pas être paralysé dès l'instant où on dit on va jouer à autre chose. Et c'est ça la clé aujourd'hui, je pense. Alors comment on réagit ? Pour le moment, c'est très dur. C'est-à-dire que dès l'instant où on rentre dans une assemblée et où une question est posée en dehors de ce qui est prévu par l'organisation, c'est un peu l'inquiétude ou même quelquefois la terreur et la paralysie, quoi. Attendez, mais on avait tout prévu, on avait le script de la journée jusqu'au bout, chacun avait ses 30 PowerPoint à donner. Maintenant, vous nous parlez de quelque chose qui ne rentrerait pas dans mes PowerPoint. Non, c'est pas possible. Écoutez, on fait la vraie conférence et puis pour les vraies questions, on verra après. Et ça me rappelle beaucoup toutes les premières conférences qu'on avait sur la pandémie, où chacun arrivait avec son plan, ne discutait pas tellement d'ailleurs entre eux, et il n'y avait aucune question qui se posait. Et quand vous entendez ça, vous dites la pandémie a gagné, quoi, parce que si c'est ça. Alors depuis, ça a évolué. Et ce que je disais, c'est que aujourd'hui, avec les plans que l'on a, souvent il faudrait les agrafer, mettre dessus annexe. Et par-dessus, une feuille qui serait blanche, sur le mode maintenant réfléchissez. Quoi qu'il arrive, ça peut être beaucoup plus grave que vous pensez, beaucoup moins grave que ce que vous pensez, ou tout à fait différent. Prenez une pandémie aujourd'hui, mais qui se percuterait avec une crise économique majeure et une crise sociale majeure. Ça donnerait quoi ? Personne n'a la carte. Eh bien, si on n'a pas la carte, il faut être capable de réfléchir. Alors, il y a des outils, c'est ce qu'on a développé, notamment chez EDF depuis 2 ans, ce qu'on a appelé les forces de réflexion rapide. La capacité à réunir un groupe hybride de gens de cultures différentes, rompus, habitués à travailler sur des hypothèses complètement chamboulées, et qui vont travailler en temps réel, il ne s'agit pas de faire une thèse pour les 15 ans qui viennent, en temps réel, en appui aux cellules de crise, aux dirigeants, à tout le monde, sur 4 questions. De quoi s'agit-il ? Parce que souvent on se trompe de sujet au départ. Deuxième question, c'est avec qui on va travailler ? Troisième, que je mettrais même en deuxième, quels sont les pièges ? Parce que souvent dans ces affaires-là, on rentre dans le piège avant même d'avoir commencé. Et souvent d'ailleurs parce qu'on se trompe de sujet. Et la 4e question, c'est si vous avez une idée, merci. Et vite. Alors j'insiste sur 2 points. Les pièges. Quand l'amiral Tadalen sur Katrina arrive 10 jours après, la première chose qu'il comprend, c'est que personne n'a rien compris. De quoi s'agit-il ? Tout le monde est sur un cyclone. Donc on applique le plan Miami. C'est-à-dire qu'on enlève les gens et ils reviennent au bout de 3 jours. Et à Miami, il n'y a pas de problème. Et là, tout d'un coup, on ne peut pas enlever les gens qui restent. Et deuxièmement, ceci, dit-il, n'est pas un cyclone. Et il formule quelque chose, et
il faut être un génie pour le faire, c'est pas évident du tout. Il dit, ceci est une arme de destruction massive sans dimension criminelle. Je ne peux même pas utiliser ce que je ferais si c'était une arme de destruction massive. C'est-à-dire que j'ai évacué 2 millions de personnes, qui est la plus grande évacuation jamais réalisée aux États-Unis en si peu de temps. 2 millions de personnes, alors que le Dust Bowl dans les années 30, là, c'était 400 000 personnes sur plusieurs années. Donc on réfléchit sur tout à fait autre chose. 2 millions de personnes qu'on évacue de la zone et qu'on ne sait pas éventuellement s'ils pourront rentrer ou pas. Donc on est sur autre chose. De quoi s'agit-il? Et il dit, tant qu'on n'a pas catégorisé, quand on n'a pas clarifié le de quoi s'agit-il, c'est extrêmement difficile d'intervenir. Et le premier piège, c'est d'y aller franco sur un truc qui n'est pas le bon. Et donc c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire à la plateforme éthique, là, sur la H1N1. Attendez, vous pouvez appliquer le H5N1, mais ce n'est pas le sujet. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut clarifier le de quoi s'agit-il? On sait que ce n'est pas évident, mais est-ce que, par exemple à l'OMS, on a ce qu'il faut pour être en permanence dans cette logique d'interrogation, de questionnement, d'appui aux décideurs? Celui qui est au front ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas à la fois tous les jours compter le nombre de cas et réfléchir sur est-ce qu'il y aura quelque chose de fond que l'on n'aurait pas vu. Alors ça se fait un peu, mais ce qui est important, c'est d'avoir mis en place des outils institutionnels qui permettent de le faire en temps réel, avec le maximum de compétences qui dépassent la simple mise en œuvre de statistiques, par exemple. C'est quelque chose de plus au fond. Donc, piège vraiment là-dessus, ne pas se tromper de sujet. Et sur est-ce que vous avez une ou deux initiatives, ça va souvent être ça le sujet. Et ça me rappelle pourquoi j'avais pensé à ça. C'est un habit que l'UNICEF avait envoyé au Burundi après les grandes tueries qui avaient eu lieu dans l'Afrique de l'Est, et qui lui avait dit écoutez, faites surtout pas de rapport, parce qu'ici il y en a plein. Dans les armoires, ça ne sert à rien. Donc trouvez-moi une idée. Et il revient du Burundi en disant vous avez 40% des populations dans les camps et on ne sait plus comment gérer. Les hommes qui sont dans les camps et sur lesquels vous comptez pour mettre en place vos stratégies, eux sont complètement effacés, ils sont en post-traumatique profond. Donc il n'y a plus qu'une population à laquelle il faut vous adresser, c'est les femmes qui ont reconstitué des logiques sociales et des réseaux sociaux entre elles, parce qu'elles donnent à manger à leurs enfants, elles doivent les nourrir, leur donner à boire, etc. Mais dépêchez-vous, dans 3 semaines, ces réseaux-là, je ne suis pas sûr que vous puissiez encore les utiliser. C'était quelque chose de beaucoup plus pertinent que laissez-moi faire une vaste fresque de ce que c'est qu'une population africaine en situation difficile, et le tout avec des références dans tous les coins. C'est très précis, c'est quelque chose qu'on peut... Bon. Et en ayant des démarches de ce genre, on arrive quelque part à dialoguer avec le chaotique. Je ne vais pas le mettre sous la coupe, mais je peux traverser la difficulté. Je ne vais pas la gérer au sens... ça y est, j'ai bien mis en place mon patchwork. C'est vraiment, je vais pouvoir naviguer avec ces vagues scélérates de tous les côtés, et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Il y a des démarches, et c'est important de pratiquer ces démarches pour que quand on se sent confronté à cette page blanche, qui provoque évidemment un deuil par rapport à quand ça marchait si bien, eh bien on ne soit pas immédiatement démonté. Comme dit Patrick Chauvel, où j'ai été supprimé une demi-seconde, et après je reprends en main les affaires. Donc il faut s'astreindre à travailler là-dessus. Et moi, quand je fais des entraînements de dirigeants, de futurs dirigeants, aux citoyens qui vont être confrontés à des choses un peu compliquées, c'est toujours les mettre du côté des questions que poserait la crise et non pas du côté de la boîte à outils. Si on l'a, tant mieux, mais c'est qu'un appui technique particulier. Le vrai problème, c'est que je ne me laisse pas démolir par le fait que la crise m'a enlevé mon script. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. J'ai à l'esprit ce que les Américains avaient fait avant d'attaquer l'Irak. Ils avaient demandé à un ancien officier supérieur, je crois que c'était un amiral, de venir jouer le rôle de Saddam Hussein. Et il n'a pas joué le jeu. Il a attaqué les bateaux américains avant qu'on ait sifflé le coup de départ. Donc il a descendu 18 bateaux américains. Il a dit ça c'est pas possible, donc on va remettre les bateaux américains à flot et vous attaquez uniquement lorsque nous on dit côté américain. Et à ce moment-là, ils ont lancé le jeu, mais l'amiral il a utilisé que des moyens basiques de communication. Il dit vous n'avez pas le droit d'utiliser le téléphone arabe, vous devez utiliser tout ce qu'on est capable de tracer par la NSA, nos satellites, etc. Et donc les téléphones portables, ça vous êtes obligé. Je ne joue pas ce jeu-là, tant qu'on a arrêté l'exercice. Mais est-ce que je peux me mettre un peu du côté
de phénomènes, de dynamiques qui ne sont pas dans un ordre de Lego, de mécano bien habituel, quoi. C'est une autre approche, d'autres équilibres mentaux qu'il faut avoir. En gros, c'est comme quand on fait du vélo, on va tenir par la dynamique de la marche et pas par le fait qu'à chaque moment on reste bien équilibré, quoi. Ce qu'on est capable de faire dans un champ, il faut être capable de le faire dans l'autre. Je ne dis pas que c'est très facile, mais au moins on peut se mettre en marche là-dessus. Il y a des outils qui existent, des mécaniques qu'on peut mettre en place pour apprendre à être justement beaucoup plus dans la biologie que dans le mécanique.